tous, vous êtes sur votre formation en langage Python, on va faire la séance 8 et on va parler de modularité. Alors c'est un terme tout simplement pour désigner la partie module. On va parler de module en Python, vous allez très vite savoir à quoi ça correspond, comment on en utilise et comment on peut en créer également. Mais avant toute chose, je voudrais revenir un petit peu sur les fonctions, parce qu'on avait vu la dernière fois, j'avais pas parlé des fonctions lambda, donc je voulais simplement pas mélanger un petit peu tout, je voulais rester un peu garder ça pour cette vidéo, pour pas vous faire trop, on va dire, sur la vidéo précédente. Alors, les fonctions, hein, vous savez un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on en crée, comment on peut gérer tout ce qui est paramètres, valeurs de retour. On a vu tout ça dans la séance précédente, donc si vous avez évidemment encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo, la séance numéro 7 du coup. Et là, on va vraiment parler, je vous dis, des fonctions lambda. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors, une fonction lambda, elle a un rôle très particulier. C'est qu'elle permet en fait de faire tout simplement, donc elle peut prendre des paramètres ou non, vous allez voir, bon, maintenant vous savez ce que c'est, hein, voilà, une fonction avec des paramètres ou qui n'en a pas, et elle va réaliser une seule instruction. Donc elle va faire un retour tout simplement d'une instruction. Alors, on va prendre un exemple tout bête. Je vais faire par exemple lambda, d'accord. Je vais pas lui mettre de paramètres, donc directement je vais mettre des 2 points par exemple, et après les 2 points, alors il n'y a pas vraiment on peut faire comme ça par exemple, même si on veut, on fait comme on veut, et là on va lui mettre tout simplement ce qu'elle retourne, donc voilà, donc moi je vais mettre print, et je vais faire bonjour, d'accord. Donc là je viens de définir une fonction lambda. Alors évidemment, si j'essaye d'exécuter ce fichier, vous voyez qu'il ne se passe rien, tout simplement, puisqu'une fonction lambda, là, on l'a en fait définie. C'est comme si on avait fait pour vous faire une idée, cette ligne-là correspondrait à un def de rien du tout, puisque la fonction n'a pas de nom, et on aurait, je sais pas, par exemple, dedans, le fameux print bonjour. Voilà, en fait, c'est ça, plus ou moins qu'on a fait. Donc bien évidemment, ceci ne fonctionne pas, d'accord? C'est juste pour vous dire l'équivalent, à quoi ça correspondrait. Donc cette fonction, comme elle est simplement définie, mais qu'on ne l'a pas affectée, on ne l'a pas appelée d'ailleurs, ça ne va pas. Alors vous allez me dire comment on peut appeler une fonction lambda, donc une fonction qui est anonyme puisqu'elle n'a pas de nom. On va tout simplement se servir d'une variable. Donc vous allez stocker ça dans une variable, vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord, je vais l'appeler moi coucou. Comme ça on a une super fonction lambda qui dit bonjour. Et après on a simplement à faire ça. Et comme je n'ai pas de paramètres, comme vous avez vu, je peux mettre des parenthèses vides. Et là, la fonction, son retour, donc c'est un print de bonjour, tout simplement. Alors, à quoi ça sert? Parce que tout de suite, ça que c'est pas tellement, on va dire tellement parlant comme exemple, c'est pour avoir simplement une fonction qui ne ferait qu'une seule chose. Admettons, on voudrait, je sais pas moi, simplement ça, je vais vous montrer, prix hors taxe. On va reprendre mon exemple là du prix TTC, comme ça. Et on veut par exemple un calcul tout bête de la TVA ou un calcul en TTC en fait à partir d'une TVA à 20%. Comme c'est un calcul qui sera assez récurrent, qu'on n'a pas envie de forcément, c'est qu'une seule chose en fait. On va pas forcément s'amuser à faire une fonction qui ne fait que cette instruction-là, c'est-à-dire calculer le prix TTC et le retourner. On va donc plutôt préférer utiliser une fonction lambda. Donc là on aura tout simplement le prix hors taxe, d'accord, plus. Alors je mets des parenthèses même si elles sont pas obligatoires parce que vous vous rappelez que la multiplication et la division, comme on l'a vu avec les opérateurs, sont prioritaires, mais quand on veut être sûr en fait que le programme confonde pas ou se tromper, on met les parenthèses, comme ça on est sûr. Donc c'est le prix hors taxe plus le prix hors taxe fois 20%, d'accord, puisqu'on veut 20% de TVA. J'aurais pu faire 0, etc. J'aurais pu faire une simple multiplication, mais là comme ça je détaille bien le calcul. Ça on va dire niveau lisibilité c'est beaucoup plus clair. On voit que 20% en le lisant, voilà, on parle de la fameuse TVA à 20%. Donc je trouve que c'est beaucoup plus clair que mettre seulement fois 0,2, etc. Donc c'est mieux. Voilà, donc prix hors taxe, etc. Et on va calculer, on va mettre par exemple TTC. Alors c'est un nom, hein. Évitez d'appeler une variable seulement TTC, parce que c'est pas forcément très clair. Mais du coup là c'est beaucoup plus pratique. Si je fais un print de TTC de 24 par exemple, il devrait normalement me calculer le prix TTC, voilà, donc avec une TVA de 20% de 24. 24 quelque chose, c'est pas quoi, 24 patates si vous voulez, ça fonctionne aussi, peu importe, voilà. Donc c'est une manière très simple d'avoir une seule instruction, d'accord. Vous voyez, c'est une instruction qui est retournée, donc c'est vraiment qu'une seule, hein, pas plus. On pourrait aussi avoir quelque chose comme, alors je vais mettre un calculer égale lambda a b par exemple, on met ça, et on fait du coup a plus b. Donc c'est une fonction lambda qui va retourner la somme de deux nombres que vous lui passez. Et du coup, on peut sans problème faire calculer
14, 27, et on aura la somme des deux. D'accord? Donc c'est vraiment son utilité. Alors là, tout de suite, c'est pas forcément, comment dire, indispensable. On peut très bien se passer des fonctions lambda en Python, c'est juste que vous voyez que c'est un mot réservé du langage. Donc si un jour vous tombez sur ce genre de ligne, voilà, vous demanderez pas ce que c'est. Vous saurez à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'une fonction lambda et à quoi ça peut servir. Donc c'est vraiment dans le cas où vous auriez qu'une seule instruction qui se répète. Parce qu'on avait dit dans la séance précédente que dès qu'on a de la répétition de code, il est en tout cas intéressant et surtout intelligent de factoriser et de mettre dans une fonction. Le problème, c'est que si c'est juste une seule instruction, ça fait peut-être un peu lourd de faire une fonction avec un nommage, etc. Donc on fait une petite fonction lambda et on peut la stocker dans une variable. Alors attention, comme c'est une variable, je peux sans problème par la suite changer, d'accord, de nom. Si par exemple ici je refais le lambda puis je le mets dans une autre variable, on pourra changer le nom de ici calculer. Hein. Je peux très bien mettre autre chose égale cette même ligne là, et ça va modifier bien évidemment la variable qui contient cette fonction lambda. Donc c'est évidemment possible, mais ça vous le savez puisque maintenant vous connaissez le fonctionnement des variables. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse au niveau des fonctions lambda, histoire de pouvoir passer maintenant vraiment à la modularité. Donc ça, c'est vu. Donc vous voyez, c'est lambda, le mot-clé lambda. Ici, 0 paramètres ou 1 ou plusieurs séparés par des virgules si vous en avez plusieurs. Les deux points, très important, ne pas les oublier. Et ensuite, une seule instruction que la fonction réalise. Une seule, hein. Si vous en mettez plus, vous voyez que de toute façon, il n'y a pas de délimiteur ou autre, donc c'est vraiment une seule. On met tout sur une ligne, on stocke dans une variable pour pouvoir l'appeler, parce que sinon on ne peut pas l'appeler. Voilà pour les fonctions lambda. Alors, allons maintenant sur la modularité. La modularité va faire intervenir certains modules. Alors un module, jusqu'à présent on n'en a pas vraiment utilisé, ou alors très rapidement je vous ai montré quelques utilisations sans vous dire ce que c'était, mais on va pouvoir en fait, entendez comme module une histoire de bibliothèque, un petit peu comme on aurait par exemple dans le langage C, si jamais vous connaissez ce langage. On retrouve des bibliothèques avec des fonctions déjà toutes faites. Alors vous avez vu que Python il a des fonctions natives, hein, comme le print, input, etc. Ce sont des fonctions natives du langage que vous pouvez directement utiliser. Mais le Python n'a pas que ces fonctions-là. Si vous faites par exemple des calculs mathématiques un petit peu plus poussés, comme par exemple le calcul d'une racine carrée, vous allez avoir besoin d'un module de mathématiques, qui est fait exprès pour utiliser des fonctions mathématiques. Alors je vais vous montrer un exemple. Je vais faire résultat, on va faire ça par exemple. On a une fonction Python qui est sqrt, d'accord. Par exemple, la racine carrée de 100, admettons. Et je vais afficher résultat, d'accord. Si là je teste, le programme ne va pas fonctionner, puisqu'il dit simplement que sqrt n'est pas défini. C'est simplement que ce n'est pas une fonction, comme vous voyez d'ailleurs elle se met en rouge ici par rapport à mon éditeur, ce n'est pas une fonction native du langage, en tout cas qui n'est pas intégrée comme ça directement. Il faut importer un module, donc une bibliothèque qui est faite exprès pour les fonctions mathématiques. Ce module, il s'appelle math, tout simplement math, donc c'est en anglais. On va faire un import math, tout simplement. Et là, comme on a juste mis ça, on va préciser que dans le module de math, on met un point, on utilise la fameuse fonction sqrt. Et là, vous allez voir, si j'utilise, on a cette fois-ci un résultat fonctionnel. Donc voilà la syntaxe pour importer un module. Alors quand vous faites cette syntaxe-là, c'est-à-dire le mot import et le nom du module, vous voyez que pour utiliser une fonction, on est obligé de préciser le nom du module. Le nom du module, point, le nom de la fonction. D'accord? J'aurais pu simplement faire autrement. Si je veux pas m'amuser à répéter tout le temps math, je peux aussi faire dans cet ordre-là. From math, par exemple, import sqrt. Ça veut dire du module math, tu importes la fonction sqrt. Et là, je teste, même chose, d'accord? On n'a plus besoin de répéter la chose. Et si, admettons, il y a plusieurs, vous utilisez pratiquement toutes les fonctions du module, vous pouvez aussi, pour éviter de répéter le mot maths à chaque fois devant, vous mettez une étoile. Voilà. Import, machin. Alors je vais mettre quelques petits rappels, d'accord? Importer un module. Donc on a plusieurs façons. On a import, nom du module. Alors quand je mets des chevrons comme ça, c'est pour vous dire de remplacer par le nom du module que vous voulez, d'accord? Voilà, donc ça vous le remplacez par maths, par OS, par etc. On en verra plein des modules de toute façon. Vous avez également from nom module, import nom fonction, et vous pouvez avoir from nom de module. Alors, import étoile, voilà, pour apporter tout. Voilà trois choses qu'on a vues jusqu'à présent.
3 manières d'importer un module en Python. D'accord? Alors moi je préfère en général, surtout quand c'est des cas comme ça, faire simplement ça. Comme ça au moins je sais où je l'utilise. Ça permet aussi, si par exemple un jour vous allez voir, on va pouvoir créer nos propres modules, si vous avez des noms qui sont identiques, d'éviter les conflits. Au moins on sait que là c'est la fonction sqrt, donc la fonction racine carrée du module qui s'appelle comme ça. Donc au moins là on arrive à le voir. Enfin moi personnellement je préfère toujours en général garder ce genre d'écriture. Après c'est un choix personnel, vous verrez vous ce que vous préférez bien évidemment. Donc voilà comment on va importer un module et comment on va utiliser des fonctions. D'accord? On peut en avoir plein. Après on peut très bien faire, je sais pas moi. Allez, sinus, par exemple, on va avoir math.sin de, allez, 42, par exemple. Et du coup, vous allez faire print de sinus. D'accord? Donc vous allez obtenir un résultat bizarre, hein, je vous avouerai que je le connais pas par cœur. Mais voilà, on peut utiliser la fonction sinus là-dedans. Si j'avais voulu préciser, il aurait fallu que je fasse la fameuse ligne comme ça. D'accord? Pour utiliser dans ce programme, il aurait fallu faire from math import sqrt. Et from math import sin. D'accord? Il faut vraiment le faire pour chaque. Alors ça, un module, qu'est-ce que c'est en réalité, on va dire techniquement, qu'est-ce que c'est au niveau informatique? C'est un, si vous voulez, c'est un fichier. D'accord? Alors, plus exactement, vous verrez par la suite, on va avoir des dossiers, on va avoir des fichiers et on va avoir des fonctions. D'accord? Ça va permettre comme ça de hiérarchiser et de bien organiser notre code et d'avoir les choses bien rangées correctement. Ok? Donc le module, ça va être tout simplement un fichier. Là, en fait, math, c'est un fichier qui porte l'extension py, py, comme on connaît, et à l'intérieur, il y a une fonction qui a été développée sqrt, une fonction sin, etc. D'accord? Donc voilà, un module, c'est un fichier, tout bêtement. Et les fonctions, ce sont des fonctions à l'intérieur du fichier. D'accord? Donc ça, maintenant, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Alors maintenant, vous savez comment on en importe, comment on utilise on va dire les modules standards. Donc après il faut regarder la documentation. Si vous voulez utiliser par exemple une fonction qui existe déjà en Python sur un module du langage, vous regardez dans la documentation, il vous dira quel module importer, tout simplement. On peut retrouver par exemple le import OS. Et des fois on peut avoir comme OS, donc du module OS, on utilise la fonction système, et du coup je peux utiliser en fait tout simplement une fonction vous voyez, du terminal ici, que ce soit sur le Windows ou Linux. Donc là, si je fais CLS, ça va être ça. Par contre, sur Linux, faut mettre clear, etc. On utilise vraiment, vous savez, c'est comme si je faisais ça en fait. Ce que je suis en train de faire là, le CLS que je fais là dans mon terminal, ça correspond exactement à ça en Python. D'accord? Donc c'est propre au système où vous êtes. Si on était sur Linux ou Mac, ce serait clear, etc. Enfin bref, c'était simplement pour montrer comment importer les modules. Maintenant que vous savez faire ça, on va pouvoir effectivement bien organiser nos programmes, notamment tous nos fichiers, pour pouvoir créer notre propre module. Mais c'est ce que nous allons faire justement. On va y aller, on va passer ici. Donc là on a notre fichier main, on va créer un petit module, doc. Comment on peut appeler ça? On va l'appeler module player. Allez hop. Tout simplement. Alors, je vais remettre l'encodage, je le mets tout le temps pour être sûr, même si par défaut, je rappelle, sur Python 3 c'est en UTF-8, mais je préfère quand même le rajouter, histoire de vraiment pas avoir de problème. Donc on a ça, donc là je peux mettre en général un petit commentaire, alors on peut faire ce qu'on appelle un doctype, on verra, module pour le joueur, même si bon, c'est sûr que c'est pas très détaillé, mais c'est histoire de s'y retrouver. Et on va faire un def, parler, voilà. On va mettre personnage et message, par exemple. Et du coup, il fait un print. Alors, on va utiliser la fameuse méthode format, comme on avait vu. Voilà. Format de personnage, message. Tout bêtement, d'accord? Donc, le module, c'est player, d'accord? C'est ce qui correspond au fichier que vous avez créé. Hop. J'avais un petit peu, voilà. Donc le fichier que vous avez créé, c'est ça, c'est un module en fait, tout simplement, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas forcément une archive ou un gros truc, c'est ça. Ce fichier est un module, et à l'intérieur on a une fonction parler. Donc plusieurs possibilités, on va faire une autre fonction quand même, histoire de pas tout mélanger. Je sais pas, c'est vraiment, bon, je suis pas trop inspiré là pour le coup, mais c'est pas grave. Le truc c'est que vous comprenez bien l'exemple, voilà. Donc parler, donc il peut dire n'importe quoi, et au revoir, bon il dit au revoir, tout c'est tout. Voilà. Alors, la méthode par défaut, c'est on va faire import player, d'accord?
À partir de là, on a importé ce fichier-là. On l'a inclus en fait tout simplement au programme. Donc on peut utiliser n'importe laquelle de ces fonctions. Donc je peux sans problème faire un, je sais pas moi, player.au revoir. Alors vous voyez que je ne le mets pas dans un print, hein, tout simplement parce que vous voyez, cette fonction fait déjà un print. Donc pas besoin de le mettre dans un print pour dire d'afficher un print dans un print, hein, c'est un petit peu inutile. Et là, la fonction, enfin le programme, pardon, l'interpréteur exécute bien comme il faut, il dit au revoir, d'accord? Je peux faire la même chose, player, parler, voilà, salut les abonnés, hop, et même chose. Oui, player.parler, attendez, j'ai pas fait une bêtise, person is not, oui, bien sûr, personnage, pardon, voilà. C'était une erreur dans ma fonction, hein. J'avais pas mis le même nom de variable, voilà. Et ça fonctionne aussi. Donc ça fonctionne comme un module, simplement que là vous avez créé vous-même votre module. Ça va permettre comme ça d'organiser vos fichiers en fait en différentes catégories pour pouvoir bien ranger un petit peu votre programme. Pas n'avoir que tout votre programme dans un seul fichier. On ne fait pas comme ça. On le répartit sur plusieurs fichiers, on inclut tout ce qu'il faut. Alors pour les plus attentifs, vous aurez remarqué qu'il y a un petit dossier qui s'est ajouté ici avec des underscores, il y en a deux d'ailleurs, deux au début, deux à la fin. PyCache, c'est comme le nom l'indique, c'est un répertoire de cache pour Python. C'est-à-dire que là, regardez, il a créé un fichier de cache de player, du module, ce qui fait que les prochaines exécutions de votre programme seront beaucoup plus optimisées, tout simplement. Donc la première fois, il doit créer le cache, comme pour un site web, comme pour vos navigateurs internet, et toutes les autres fois où vous allez exécuter, il a déjà en fait plus ou moins le code qui est optimisé au niveau de vos modules, ce qui va rendre l'exécution beaucoup plus rapide, donc beaucoup plus optimale. Voilà, lors du lancement un prochain en tout cas lancement de votre programme. Donc ça c'est intéressant. Alors c'est fait automatiquement. Autant sur des anciennes versions de Python il fallait le gérer manuellement. Là à partir de Python 3 c'est pour ça que c'est que des avantages. Tout est géré automatiquement donc il n'y a rien à faire. Hein. Pas besoin de forcément modifier quelque chose dedans et y toucher. Faut laisser les choses comme elles sont. Voilà pour ce module. Maintenant si j'avais voulu importer qu'une seule des deux fonctions, d'accord, j'aurais fait comme on a vu tout à l'heure. From player import au revoir par exemple. Et là automatiquement, a priori cette ligne là, l'interpréteur devrait pas être content. Et effectivement, vous voyez, name player is not defined. Alors là par contre il me dit player. Ouais, c'est pas player qui est pas défini. Player.au revoir. Non mais ça c'est bon. Pourquoi il ne veut pas? Je vais virer déjà le cache, voir s'il n'a pas gardé certaines choses. Ah oui, toc. From player. Porte au revoir. Bah non, pourtant c'est bon. Ça c'est bon. On va regarder parler. Petite erreur ici. Pourquoi il le prend? Ligne 13. Ah oui, non, c'est ici que ça bug. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Alors, attendez, on va revenir. Oui. On a vite fait de se tromper. Justement, oui, je viens de le dire en plus au début de la vidéo. Si vous mettez from, vous n'avez plus besoin du nom du module. Donc vous pouvez directement appeler les fonctions. Donc on va avoir un fonctionnement comme ça. Et là, automatiquement, si on essaie d'exécuter, voilà, il vous met que name, d'accord, parler. Donc voilà, cette fonction-là n'est pas définie parce qu'effectivement, on a juste importé celle-ci. Donc on est obligé, si on veut pouvoir utiliser les deux, de faire ça. Et là, évidemment, il va moins broncher, il va faire les choses comme il faut. D'accord? Donc c'est vraiment plusieurs possibilités. Mais sinon, si on utilise tout, hein, autant mettre une étoile. Si on ne veut pas s'amuser à répéter le nom du module, et ça fonctionnera sans problème. Voilà comment créer votre propre module. Donc c'est vraiment très simple, d'accord? Vous faites un fichier à part, et le nom du module, c'est le nom du fichier. Alors si on veut être encore plus organisé, on peut faire des sous-dossiers, on peut ranger. Alors moi je vais pas m'embêter à faire des catégories genre pour l'interface graphique, le cœur, enfin on va dire le noyau du programme, la partie réseau, si par exemple il y avait plusieurs catégories comme ça. On va juste faire un dossier, allez, includes, on va l'appeler comme ça par exemple, et on va mettre player dedans. Pas s'embêter, hop, du coup on va rouvrir le bon une fois qu'il est placé là, voilà. Alors là, comment on arrive à se figer, ce que vous voyez qu'il n'est plus dans le même dossier? Eh bien, ça fait partie du chemin du module. Donc vous allez juste faire, au lieu de faire ça, au lieu de faire import player,
comme il est dans un répertoire, n'oubliez pas que le fichier main, il part de l'endroit où il est, ici. Donc pour accéder à player, il doit passer par includes, et ensuite player. Donc on met includes, et on met un point. Le point, c'est le séparateur de fichiers, tout simplement. Voilà. Et alors, évidemment, du coup, il faut pas que je me trompe à chaque fois. Là, comme je fais juste un import, il faut que je remette le nom du module. Alors là, faut faire attention, d'accord. Vous voyez, j'ai pas fait gaffe, j'étais pas attentif au début. Quand vous avez le import tout seul, il faut bien mettre le nom du module. Quand vous avez un from, etc., vous n'êtes plus obligé de mettre le nom du module. Donc, faut pas se gourer. Sinon, on a vite fait de faire l'erreur. Et là, il vous dit player not defined. Alors, j'ai fait une erreur quelque part. C'est la ligne 12, donc ça, c'est toujours l'appel qui bug. Import include player. Ah oui, bah oui. Ah oui, je vous avais dit, vous voyez, faut faire attention. Voilà, parce que là, forcément, on a tout ce nom ici. Donc, l'utilisation doit être faite comme ça. Là, vous voyez que tout de suite, ça devient long. On commence à avoir quelque chose d'un petit peu long. Donc, en général, quand on veut simplifier, on va faire as et on met player. D'accord? Avec ce petit mot-clé, vous dites qu'il remplace ça par player. Ça permet de simplifier, comme ça, automatiquement, je peux revenir à la syntaxe que j'avais au début. En mettant juste player. Voilà, ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est pas mal de petites choses, hein. Donc prenez des notes, n'hésitez pas à mettre sur pause, etc. Bon, après moi je vous fais des résumés en général, mais de vraiment bien noter. Voilà, c'est important. Parce qu'il y a pas mal de choses à retenir. Alors après, ça va être une habitude, hein. Vous allez prendre l'habitude, etc. Après, vous voyez, hein, ça m'est arrivé en pleine vidéo de me gourer. À un moment, j'avais oublié de virer le nom du module. Bon, ça arrive, hein, il n'y a pas de, voilà, faut pas vous en faire à ce niveau-là. C'est des petites erreurs d'inattention qu'on fait tout le temps. Mais grosso modo, on arrive quand même de toute façon à faire quelque chose qui fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on peut du coup bien organiser son code, d'accord? On peut avoir vraiment des fichiers bien rangés. Et vous voyez que le PyCache, il s'est fait ici. D'ailleurs, là, celui-là, je peux même le virer, parce qu'a priori, il ne devrait plus en faire puisque, voilà, puisque le player, le module est ici. Donc il le fait que pour les modules que vous incluez. Hein. Voilà, donc ça permet comme ça, vous voyez, il range automatiquement dans le bon dossier aussi. Il fait par rapport à l'endroit où se trouve le fichier. Donc c'est très simple, comme ça on peut vraiment créer nos propres modules, on peut les mettre dans des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers. Vous faites ce que vous voulez, ça fonctionne sans problème. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Alors je terminerai pour cette petite vidéo sur une dernière chose qui est importante, parce que souvent quand on fait un vrai programme, un accord, on va faire comme ça, je vous avais dit qu'on procède par plusieurs modules, on développe des fichiers différents, on répartit un petit peu les différentes fonctions, les différentes catégories d'un programme, mais on a souvent une phase, alors vous n'en avez peut-être pas conscience, vous ne savez peut-être pas si vous travaillez pas en informatique ou vous n'êtes pas encore en université ou autre, mais on a souvent ce qu'on appelle une phase de test. On va tester, alors ça peut être des tests unitaires, ça peut être les DTD, ça peut être plusieurs moyens en fait de tester un programme, les algorithmes, etc., de voir que le comportement attendu et le fonctionnement est celui que l'on voulait, mais on peut aussi procéder par des vérifications très simples avec Python pour être sûr en fait que chaque partie de votre programme fait ce qu'on attendait, tout simplement. Alors comment on va procéder? Alors moi mes fonctions font pas grand chose, hein, d'accord, donc c'est sûr que c'est pas non plus, on va pas dire que ce soit très comment dire, très passionnant ou très complexe, mais quand même. On va partir du principe que moi, ça vous imaginez que c'est le programme principal, le main.py. Il y a plein de choses, d'accord? Je viens de créer un nouveau module, player, que je vais ajouter au programme. Je sais que tout le reste de mon programme, pour le moment, il est ok, il n'y a pas de bug, tout fonctionne, pas de souci. Forcément, si vous incluez un nouveau module, donc un nouveau code, vous vous attendez, vous n'allez pas commencer vous n'allez pas prendre le risque, entre guillemets, de corrompre tout le programme juste à cause d'un module. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir être en mesure de tester chaque module indépendamment du programme complet, pour être sûr que chaque module tout seul, il fonctionne déjà correctement. Parce que si le module tout seul en lui-même est buggé, forcément quand vous allez l'utiliser dans votre programme principal, ça va planter, ça paraît logique. Donc nous on va faire ça, on va organiser une petite série de tests très rapides, hein, très basiques, sur le fichier player. On part du principe que ça tout est bon, mais comme j'ai pas envie justement de faire bugger tout mon programme, de le corrompre, je veux m'assurer que le player tout seul, sans utiliser par exemple, sans démarrer le programme par ici, lui tout seul, il est capable de fonctionner. On va utiliser une petite condition pour ça, avec une variable réservée à Python. On en découvrira plein d'autres par la suite, vous en faites pas, donc je vous en parle comme ça, je vous en dis pas plus, je vous détaille pas pour le moment. Vous pouvez l'utiliser tel quel, et de toute façon on reviendra dessus quand on parlera vraiment d'objets. Vous allez faire un if underscore, il en faut deux, c'est important parce que vous voyez que les éditeurs ils les collent, donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, mais non il y en a deux, hein, d'accord, il y a deux caractères. On m'avait fait la remarque, je me rappelle sur une vidéo en PHP, donc je le dis. Voilà, vous mettez name,
Donc c'est un moyen en fait de montrer des variables réservées à Python. Ils mettent deux doubles underscores, que vous avez vu comme pour ici le PyCache, vous voyez c'est pareil, c'est 2 underscores avant et 2 underscores à la fin. Et on va mettre que c'est égal à, alors pareil, main. Non pas DCCDI, pardon. Voilà. Donc ça veut dire si la variable name, donc réservée, est égale à main, qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que sur cette en fait variable là, vous allez avoir un nom, et le main, bah, c'est là où démarre l'exécution du programme. Donc ça veut tout simplement dire si l'interpréteur Python exécute votre programme à partir de ce fichier. C'est-à-dire que là, il commence par ce fichier player, au lieu de commencer par, bon, je l'ai appelé main pour pouvoir me l'identifier, mais par le fichier là. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que doit faire mon programme s'il se lance via ce fichier là, alors que c'est pas par lui que le programme devrait démarrer. D'accord? C'est-à-dire qu'on va pas du tout tester le main ou les autres fichiers qu'on pourra avoir. On va juste tester player. Et bien là, on peut s'amuser à faire tous les tests qu'on veut pour tester juste ce qu'il y a dans ce fichier. Alors moi, il n'y a pas grand-chose. Donc qu'est-ce que je vais tester? Bah bêtement, je vais faire un appel des deux fonctions. Tout bête. Alors je vais pas le faire de d'autres manières, parce que pour le moment, de toute façon, celle-là, je peux l'appeler que d'une manière. J'ai 2 paramètres obligatoires, donc j'ai pas le choix. Et celle-là, il n'y a pas de paramètres, donc on va dire que j'ai pas énormément de tests à faire. À part éventuellement si je peux mettre ici des chiffres, etc. Et puis normalement ici j'aurais géré les erreurs, bah tiens, le nom que tu as rentré c'est pas un vrai nom, ou le message il est pas correct, etc. Mais là on n'a pas encore vu comment gérer les erreurs, c'est réservé pour la séance suivante. Donc on va tout bêtement faire ça. Donc je vais mettre ça. Bonjour tout le monde, voilà, et puis on va tester la fonction au revoir. Voilà. D'accord? Donc ce fichier, imaginez qu'il n'existe pas. Main.py n'existe plus. Pourtant, c'est là que le programme est censé démarrer. Vous imaginez qu'il y a un gros programme de fait, et il commence par ce fichier-là. Quand je lance tout le programme, c'est celui-là qui est lu en premier. Mais nous, on va exprès, volontairement, on va lire en premier le fichier player. Donc je vais faire, tout simplement, un démarrage du fichier player. Donc si je fais Python, alors je vais peut-être devoir aller à cd includes plutôt, voilà. Donc là je suis, d'accord, dans le fichier, dans le dossier, le répertoire include, je vais faire python player.py. Et là, vous voyez, il me fait ce qui se passe ici. Parce qu'il est rentré dans la condition, parce qu'il a vu que j'avais démarré le programme depuis player, effectivement. J'ai lancé le programme depuis player, et pas depuis main, comme on fait depuis tout à l'heure. Donc il exécute ça. Et cette partie-là, tout ce qui est ici, en fait, d'accord, tout ce qui est dans le if, ça peut vous servir pour faire vos tests. Alors ça restera très basique, c'est pas vraiment du test unitaire ou autre, ou du test très orienté, très poussé, mais ça permet quand même de vérifier que tout fonctionne. Là, bah, je peux constater que mes deux fonctions, bon, même si là j'ai pas fait de vérification, que c'était bien un texte et là aussi, qu'il n'y a pas de chiffres, etc., pas de caractères non autorisés, mais peu importe, on va rester sur des choses basiques. Je peux considérer, bon bah effectivement, mes deux fonctions ont le comportement que je veux, donc à ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs laisser les tests, pas de souci, je peux, cette fois-ci, donc hop, on va revenir ici, je peux exécuter mon programme, d'accord, depuis le main, voilà. Et je suis quand même plus assuré que mon programme fonctionne puisque j'ai déjà testé le module tout seul, indépendamment. Je l'ai isolé en fait, et je l'ai exécuté tout seul, un peu comme un sandbox. J'ai vu que tout seul il fonctionnait comme il faut, comme je l'attendais, donc maintenant je peux passer par tout le programme principal, a priori ça devrait pas bugger. Voilà. Donc c'est une vérification intéressante de vraiment passer par cette petite condition. Vous le mettez dans tous vos modules à la fin, comme ça, juste après toutes vos définitions de fonctions, et vous pouvez ici faire vos petits tests basiques pour voir que ça fonctionne, n'importe quoi. D'accord, vous pouvez très bien mettre aussi au début pour identifier, voilà, je sais pas moi, phase de test de player, on peut mettre n'importe quoi, enfin on peut mettre un identifiant, histoire de s'y retrouver, de bien s'organiser, voilà. D'accord, comme ça, on fait ce qu'on appelle plus ou moins des tests isolés, même si c'est pas non plus quelque chose de très très poussé, voilà, ça reste assez sommaire, mais c'est quand même un minimum qui peut être très intéressant à ce niveau-là, et c'est de la modularité puisqu'on gère par rapport au module. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vraiment vous montrer comment, qu'est-ce qu'est un module, parce que c'était quand même bien de se savoir, parce que c'est vrai qu'on peut pas faire du Python sans savoir ce qu'est un module. Et puis de voir comment on pouvait en créer, parce que maintenant vous savez que c'est simplement un ensemble de fichiers qu'on peut organiser dans des dossiers, des sous-dossiers, et on peut bien évidemment isoler chaque module que l'on développe pour en faire des petits tests, pour pouvoir isoler de manière indépendante avant de l'appliquer à un programme. Donc très important, quand vous faites un module, vous gérez une petite phase de test comme ça indépendamment, et une fois que c'est bon, vous pouvez l'utiliser dans votre programme principal, comme ça en priori vous évitez quand même beaucoup d'erreurs par la suite. Donc ça c'est un point que je trouve assez important.
Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite séance 8, on se retrouvera pour la prochaine. Alors dans la séance 9, on verra comment gérer les erreurs. Pareil, on va pas commencer à avoir toutes les possibilités pour gérer les erreurs, puisque ça fait appel à tout ce qui est la partie objet du langage, même si Python est un langage objet de base. Donc on restera sur les choses, on va dire vraiment l'essentiel, mais ce sera vraiment de la gestion d'erreurs. On va pas faire juste des if, des petits prints, non. On fera vraiment de la gestion d'erreurs un peu plus poussée que ce que vous avez vu vite fait jusqu'à présent. Et on laissera, on va dire, la partie objet que l'on ne verra pas forcément, puisque ça je le réserve pour plus tard quand on parlera des exceptions. Donc on va déjà voir comment gérer les erreurs avec les systèmes d'assertion, etc. Et comment gérer les erreurs, notamment en testant des blocs de code et en gérant des cas de figure, quand ça plante, quand ça ne plante pas, etc., etc. Donc on se retrouvera pour la prochaine fois pour cette petite séance 9 pour la gestion des erreurs. À bientôt.